Elle est morte à table, le fufu encore chaud dans son assiette. Les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Personne n'a compris pourquoi Fatou s'est effondré d'un coup, le visage déformé par une terreur pure. Mais moi, je sais. Je sais ce qu'elle a vu avant de mourir. Je sais pourquoi elle répétait « Pardonne-moi, pardonne-moi » en bavant du sang. Et je sais que ce fufu n'était pas normal. Cette histoire va te glacer le sang. Si tu ressens déjà des frissons, tu n'es pas prêt pour ce qui suit. Mes chers abonnés, je suis revenu avec une histoire qui m'a hanté pendant des mois. Une histoire vraie qui s'est passée dans un petit village près de Bamako, au Mali. Une histoire de vengeance, de culpabilité et d'un plat traditionnel qui est devenu le messager de la mort. Si cette introduction te donne déjà la chair de poule, abonne-toi maintenant. Car ceux qui osent aller plus loin découvrent des vérités que d'autres préfèrent ignorer. Voici l'histoire terrifiante de la veuve et le fufu maudit. Aminata était arrivée au village un mardi matin, traînant une vieille valise défoncée et le regard vide de quelqu'un qui a tout perdu. Les villageois la regardaient avec curiosité. Une femme seule, la quarantaine, habillée tout en noir, qui s'installait dans la petite maison abandonnée près du baobab sacré. Personne ne posait de questions directement, mais les langues allaient en bon train. D'où venait-elle? Pourquoi ici? Et surtout, pourquoi cette tristesse si profonde dans ses yeux, qu'elle semblait porter le deuil du monde entier? Fatou, la femme du chef de village, avait été la première à lui rendre visite. Elle était connue pour sa générosité, toujours prête à aider les nouveaux arrivants. « Bienvenue parmi nous, ma sœur », avait-elle dit en lui apportant du pain et du lait caillé. Aminata l'avait remerciée d'un sourire forcé, mais Fatou avait remarqué quelque chose d'étrange. Quand Aminata souriait, ses yeux restaient froids, comme si la joie ne pouvait plus les atteindre. C'était troublant, mais Fatou avait mis ça sur le compte du chagrin récent. Au marché, les femmes chuchotèrent déjà. « Cette Aminata, elle ne dit jamais d'où elle vient », murmurait Aïssa en vendant ses tomates. « Et vous avez vu comme elle regarde les couples ?» Avec une haine. Mariam, la couturière, hochait la tête. « Moi, j'ai remarqué qu'elle ne sort jamais le jour. Toujours le soir, comme si elle fuyait la lumière. » Les rumeurs prenaient forme lentement, s'enracinant dans l'imagination collective. Une veuve mystérieuse, arrivée de nulle part, qui évitait les regards et semblait porter un secret trop lourd. 2 semaines après son arrivée, Aminata avait surpris tout le monde en invitant Fatou à dîner. « Tu as été si gentille avec moi », avait-elle dit. « Laisse-moi te préparer un repas pour te remercier. » Fatou, touchée, avait accepté immédiatement. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de sceller son destin. Aminata avait insisté pour que Fatou vienne seule, entre femmes, avait-elle précisé avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le mari de Fatou avait trouvé ça étrange, mais sa femme l'avait rassuré. C'est juste une pauvre femme qui a besoin d'amitié. Aminata avait passé toute la journée à préparer le dîner. Les voisins l'avaient vue aller et venir au marché, achetant des ingrédients inhabituels, des herbes que personne ne connaissait, des épices aux odeurs fortes qui piquèrent les narines. Quand on lui demandait ce qu'elle cuisinait, elle répondait évasivement « Un plat de chez moi ». Mais d'où venait-elle exactement? La question restait sans réponse. En fin d'après-midi, une fumée noire et épaisse s'échappait de sa cuisine, dégageant une odeur si particulière que même les chiens du village avaient recommencé à gémir et à s'éloigner. Fatou était arrivée à 19 heures précises, vêtue de son plus beau boubou. La table était dressée avec soin, éclairée par des bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Au centre, un plat de fufu fumant, accompagné d'une sauce rouge si intense qu'elle semblait presque noire. « Assieds-toi, ma sœur », avait dit Aminata d'une voix étrangement douce. « Ce fufu est spécial. C'est une recette de famille, transmise de génération en génération. » Fatou avait souri, touchée par tant d'attention. Elle ne pouvait pas savoir que ce repas allait être le dernier de sa vie. Les premières bouchées avaient un goût étrange, mais Fatou ne voulait pas vexer son hôtesse. Le fufu avait une texture inhabituelle, granuleuse, et laissait un arrière-goût métallique dans la bouche. « Il est délicieux », avait-elle menti, forçant un sourire. Aminata la regardait manger avec une intensité troublante, ses yeux noirs fixés sur chaque mouvement de mâchoire. Au bout de 10 minutes, Fatou avait commencé à ressentir des vertiges. Ses mains tremblaient légèrement. «
Je me sens bizarre, avait-elle murmuré. Aminata s'était contentée de sourire. Continue de manger, ma sœur. C'est bon pour toi. Tu sais, Fatou, avait dit Aminata, d'une voix qui avait soudain changé, devenue froide et métallique. Mon mari aussi aimait le fufu. Il en mangeait tous les soirs, jusqu'au jour où sa maîtresse lui a dit que c'était trop lourd, qu'un homme moderne devait manger européen. Les yeux de Fatou s'écarquillèrent. Elle comprenait enfin que quelque chose de terrible était en train de se passer. Ses jambes ne répondaient plus. Sa vision se troublait. Il m'a quitté pour elle. Une femme mariée, comme toi. Aminata se leva lentement, son regard rempli d'une haine pure. Tu ressembles tellement à cette femme. Mon mari est mort 3 mois après m'avoir quitté, continua Aminata en tournant autour de la table. Empoisonnée. Et sa maîtresse aussi. Une femme mariée qui brisait les foyers, comme toutes les femmes mariées heureuses. Fatou voulait crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Ses muscles ne lui obéissaient plus. Le fufu était empoisonné. Tu vois, ma sœur, j'ai appris que la vengeance, c'est comme une recette. Il faut les bons ingrédients, le bon dosage, et beaucoup, beaucoup de patience. Les bougies vacillaient, projetant des ombres qui semblaient danser autour de Fatou paralysé. Les dernières paroles que Fatou entendit furent « Pardonne-moi de t'avoir choisi, mais quelqu'un doit payer pour mon bonheur brisé. » Elle s'effondra sur la table, le visage dans l'assiette de fufu empoisonné. Ses yeux restèrent ouverts, fixant un point invisible au plafond. Du sang coulait lentement de sa bouche. Aminata rangea calmement la cuisine, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, c'est le mari de Fatou qui découvrit le corps. Il hurla si fort que tout le village accourut. Personne ne comprenait. Fatou était en parfaite santé. Que s'était-il passé dans cette maison maudite? Si cette première partie t'a donné des sueurs froides, tu n'imagines même pas ce qui va suivre. Ceux qui ont le courage de connaître la vérité s'abonnent maintenant. Ousmane, le mari de Fatou, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Sa femme, morte, affalée sur une table étrangère, dans une maison qu'il ne connaissait pas. Le fufu dans l'assiette était encore tiède, comme si le temps s'était arrêté au moment exact de sa mort. Les bougies avaient fini de se consumer, laissant des traces de cire figées sur la nappe. L'odeur dans la pièce était indescriptible, un mélange d'épices, de mort et de quelque chose d'autre, quelque chose de pourri. Ousmane tomba à genoux, serrant le corps sans vie de sa femme contre lui. Le commissaire Traoré était arrivé 1 heure plus tard. Un homme méticuleux qui avait vu beaucoup de morts suspectes dans sa carrière. Mais celle-ci était différente. Aucune trace de violence, aucune blessure visible. Juste cette expression de terreur pure, figée sur le visage de Fatou. « Où est la propriétaire de la maison ?» avait-il demandé. Personne ne savait. Aminata avait disparu sans laisser de traces. Ses affaires étaient encore là, mais elle s'était volatilisée comme une ombre. Le commissaire examina l'assiette de fufu avec suspicion. L'odeur lui donnait la nausée. En fouillant la maison, la police découvrit des choses troublantes. Dans la cuisine, des bocaux remplis de poudre colorée, étiquetés dans une langue que personne ne reconnaissait. Des dessins étranges sur les murs, qui ressemblaient à des formules ou des incantations. Et surtout, un carnet caché sous le matelas, rempli de noms. Des noms de femmes mariées du village. Fatou était le premier de la liste, rayé d'un trait rouge. En dessous, il y avait Aïcha, Mariam, Khadija, toutes les femmes mariées heureuses du village. Le commissaire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est un empoisonnement », avait déclaré le médecin légiste après examen du corps. « Mais je n'arrive pas à identifier le poison. Il y a des traces d'alcaloïdes végétaux, mais aussi autre chose, quelque chose que je n'ai jamais vu. » Le commissaire Traoré commença à rassembler les témoignages. Tous décrivaient Aminata comme une femme étrange, solitaire, qui ne parlait jamais de son passé. Elle regardait les couples avec une haine, témoigna Aïssa, comme si le bonheur des autres lui faisait mal. La théorie prenait forme. Une femme dérangée qui s'en prenait aux femmes mariées par jalousie. 3 jours plus tard, Aïcha, la deuxième sur la liste, reçut une invitation. Une lettre glissée sous sa porte pendant la nuit, écrite d'une main tremblante. « Ma sœur,
Je suis revenu. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend la douleur. Rejoins-moi à minuit près du baobab sacré. Une amie qui souffre. Aïcha hésita. Après la mort de Fatou, tout le monde était sur les nerfs. Mais la lettre exprimait une détresse si profonde qu'elle ne put résister à l'appel au secours. À minuit, elle se dirigea vers le baobab, ignorant qu'elle marchait vers sa propre mort. Aminata l'attendait dans l'ombre, plus pâle qu'un fantôme. « Merci d'être venu », murmura-t-elle d'une voix brisée. « J'ai tant besoin de parler. » Elle tendit à Aïcha un thermos fumant. « J'ai préparé du thé au gingembre. C'est réconfortant par cette nuit froide. » Aïcha but sans méfiance. Le thé avait un goût étrange, épicé, avec des notes qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Raconte-moi, » dit-elle avec compassion. « Que t'est-il arrivé pour que tu souffres autant ?» Aminata sourit, mais ses yeux restaient vides. « Mon histoire ? Oh, c'est une longue histoire de trahison et de mort. J'avais tout, commença Aminata, sa voix se brisant. Un mari aimant, une belle maison, des projets d'enfants. Ibrahim était ma vie entière. Nous étions mariés depuis 5 ans, heureux comme au premier jour. » Aïcha écoutait, de plus en plus engourdie par le thé empoisonné. Puis cette femme est arrivée, mariée, avec des enfants, mais ça ne l'a pas empêchée de séduire mon mari. Elle lui faisait croire qu'il méritait mieux qu'une femme simple comme moi. La haine déformait le visage d'Aminata dans la pénombre. Il m'a quitté pour elle, du jour au lendemain, comme si nos 5 années ne comptaient pour rien. Je les ai suivis, continua Aminata d'une voix de plus en plus froide. Je les voyais s'embrasser, rire ensemble, construire leur bonheur sur mes ruines. Cette femme avait tout détruit sans remords. Alors j'ai décidé qu'elle paierait, et que toutes celles qui lui ressemblent paieraient aussi. Aïcha voulait parler, mais sa langue était paralysée. Son corps ne répondait plus. Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai appris. J'ai appris les plantes, les poisons, les vieilles recettes que les sorcières utilisent depuis des siècles. Aminata se pencha vers elle, ses yeux brillants d'une folie froide. Le thé que tu viens de boire contient les mêmes ingrédients que le fufu de Fatou, mais en plus concentré. Tu vas mourir plus vite qu'elle. Aïcha s'effondra contre le baobab, ses yeux écarquillés de terreur. Aminata se pencha sur elle, murmurant « Tu es belle, tu es mariée, tu es heureuse, exactement comme elle, exactement comme toutes celles qui me rappellent ce que j'ai perdu. » La dernière chose qu'Aïcha vit fut le sourire démoniaque d'Aminata dans le clair de lune. Son corps fut découvert au lever du soleil, recroquevillé contre les racines du baobab sacré. La découverte du deuxième corps plongea le village dans la panique pure. 2 femmes mariées, mortes dans d'étranges circonstances, empoisonnées par la même mystérieuse Aminata qui semblait capable d'apparaître et de disparaître à volonté. Les maris commencèrent à enfermer leurs femmes la nuit. Les femmes refusaient de sortir seules. Le commissaire Traoré organisa des patrouilles. Mais comment attraper quelqu'un qui connaissait tous les recoins du village mieux que ses propres habitants ? L'atmosphère devenait irrespirable. La peur régnait. La folie meurtrière d'Aminata ne fait que commencer. Si tu as l'estomac pour connaître la suite, active la cloche maintenant. Car ce qui va suivre dépasse l'entendement. Le chef du village convoqua une assemblée extraordinaire. Hommes, femmes, anciens, tous se rassemblèrent sous le grand arbre à palabres, l'angoisse peinte sur leurs visages. « Cette femme est dangereuse », déclara-t-il d'une voix grave. « Elle s'en prend à nos épouses, à nos mères, à nos filles. Nous devons agir avant qu'elle ne frappe encore. » Le commissaire Traoré présenta les faits. 2 morts suspectes, une criminelle qui se volatilisait comme un fantôme, des poisons inconnus qui ne laissaient aucune trace dans le sang. « Nous pensons qu'elle connaît les pratiques de sorcellerie traditionnelles, » ajouta-t-il sombrement. Des patrouilles furent organisées jour et nuit. Chaque homme valide du village se relayait pour surveiller les rues, les maisons isolées, les lieux de passage. Les femmes mariées ne devinrent plus sortir seules, jamais. Interdiction d'accepter de la nourriture d'inconnus, interdiction de répondre aux invitations suspectes. Mais Aminata semblait toujours avoir un coup d'avance. Elle connaissait leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs peurs, comme si elle lisait dans leurs pensées. Le village devenait une prison où chacun suspectait son voisin. L'atmosphère était devenue toxique, empoisonnée par la peur et la méfiance. Mariam, la couturière, était la prochaine sur la liste. Mais contrairement aux autres, elle avait compris le danger.
Depuis la mort d'Aïcha, elle ne sortait plus de chez elle, gardait toujours ses portes verrouillées, ne cuisinait que des aliments qu'elle achetait elle-même au marché. Son mari la protégeait comme un trésor. Il pensait être en sécurité. Il ne savait pas qu'Aminata avait trouvé un autre moyen. Un moyen plus pervers, plus cruel. Elle allait frapper là où ils ne s'y attendaient pas, à travers leurs propres enfants. Le petit Moussa, fils de Mariam, rentra de l'école avec un paquet cadeau. Une dame très gentille m'a dit que c'était pour maman, expliqua-t-il innocemment. Elle m'a dit que maman serait très contente. Le paquet contenait un pot de beurre de karité parfumé aux herbes, accompagné d'un petit mot. Pour une belle femme qui mérite d'être choyée. Utilise-le ce soir, tu sentiras la différence immédiatement. Une admiratrice. Mariam hésita. Qui pouvait bien lui envoyer un cadeau? Mais le beurre sentait si bon, si naturel. Et après des jours de stress intense, elle avait envie de se faire plaisir. Ce soir-là, après le dîner, Mariam s'enduisit généreusement de beurre de karité. Sur les bras, le visage, le cou. L'odeur était enivrante, relaxante. Elle se sentit immédiatement apaisée. « Ça sent vraiment bon », dit son mari en l'embrassant. Ils allèrent se coucher paisiblement. Vers minuit, Mariam commença à ressentir des démangeaisons, puis des brûlures. Sa peau devenait rouge, boursouflée. « Ça brûle !» cria-t-elle en se réveillant. Son mari alluma la lumière et poussa un cri d'horreur. Le visage de sa femme était couvert de cloques. Sa peau se décollait par lambeaux. Le beurre était empoisonné. L'ambulance arriva trop tard. Mariam agonisait dans d'atroces souffrances, sa peau rongée par un acide puissant mélangé au beurre de karité. Elle savait que j'aimerais ce cadeau, balbutiait-elle entre deux spasmes de douleur. Elle m'a étudiée, elle connaît nos habitudes. Le médecin ne put que constater le décès à 3 heures du matin. La cause: empoisonnement par contact cutané avec des substances corrosives d'origine végétale. Aminata avait encore frappé, mais cette fois, elle avait utilisé l'innocence d'un enfant pour atteindre sa cible. Le niveau de perversité dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. La mort atroce de Mariam déclencha une fureur collective. Les hommes du village, armés de machettes et de bâtons, se mirent à fouiller chaque maison abandonnée, chaque recoin, chaque cachette possible. « Trouvez-moi cette sorcière !» rugissait le mari de Mariam, fou de douleur. « Je veux la voir brûler vivante !» Mais Aminata restait introuvable, comme si elle s'était évaporée dans la nature. Les fouilles durèrent 3 jours et 3 nuits. Rien, pas même une trace de son passage. Elle était redevenue une ombre, un fantôme qui hantait le village sans qu'on puisse l'attraper. C'est en fouillant l'ancienne maison d'Aminata pour la 100e fois que le commissaire Traoré fit une découverte glaçante. Derrière un mur mal ajusté dans la cave, il découvrit un laboratoire de fortune, des dizaines de fioles remplies de liquides colorés, des plantes séchées suspendues au plafond, des grimoires remplis de formules écrites dans un dialecte ancien, et surtout un carnet de préparation détaillant la fabrication de chaque poison utilisé. Les recettes étaient d'une précision scientifique terrifiante. Aminata n'était pas une folle ordinaire. C'était une empoisonneuse méthodique et cultivée. Le carnet révélait l'ampleur de son plan. 15 noms de femmes mariées du village, avec pour chacune une méthode d'empoisonnement différente. Foufou empoisonné pour Fatou, thé au gingembre pour Aïcha, beurre de karité pour Mariam. Chaque meurtre était adapté aux goûts et habitudes de la victime. « Elle nous étudie », réalisa le commissaire avec effroi. « Elle passe des semaines à observer chaque femme avant de frapper. Elle connaît leur routine, leurs faiblesses, leurs plaisirs. Le plus terrifiant, elle n'en était qu'au début de sa liste. 12 femmes étaient encore en danger de mort. Et personne ne savait où elles se cachaient. Khadija, institutrice respectée du village, était la suivante sur la liste. Mais après 3 morts terribles, elle avait pris des précautions extrêmes. Plus de sorties nocturnes, plus de cadeaux acceptés, plus de repas chez autrui. Elle vivait comme une prisonnière dans sa propre maison. Son mari avait même engagé des gardiens pour surveiller leur propriété 24h/24. Il pensait être en sécurité. Il ne savait pas qu'Aminata avait trouvé leur point faible, l'école.
car une institutrice dévouée ne peut pas abandonner ses élèves, même face à la mort. Et Aminata comptait bien exploiter cette faiblesse. La terreur atteint son paroxysme. Si tu ressens déjà l'angoisse te serrer la gorge, attends de voir ce qu'Aminata a préparé pour la suite. Ceux qui n'ont pas peur du mal absolu continuent avec nous. Un matin, Khadija trouva une nouvelle remplaçante dans sa classe. « Bonjour, je suis Sarata », dit la femme avec un sourire chaleureux. « L'inspection m'envoie pour vous aider pendant cette période difficile. » Elle avait l'air normale, sympathique même. Cheveux courts, lunettes discrètes, vêtements sobres d'institutrice. Khadija, épuisée par des semaines de peur constante, accueillit cette aide avec soulagement. Elle ne remarqua pas que les yeux de Sarata étaient exactement les mêmes que ceux d'Aminata. Froids, calculateurs, emplis d'une haine sourde. La prédatrice s'était glissée directement dans l'environnement de sa proie. Sarata se révéla être une excellente institutrice, patiente avec les enfants, efficace, organisée. En quelques jours, elle était devenue indispensable. Khadija commença à se détendre, à lui faire confiance. « Tu es un don du ciel », lui dit-elle avec reconnaissance. « Je ne sais pas comment j'aurais tenu sans toi. » Sarata souriait, mais intérieurement, elle jubilait. Son plan fonctionnait parfaitement. Gagner la confiance de sa victime, s'immiscer dans sa routine quotidienne, puis frapper au moment où elle s'y attendrait le moins. La patience était la qualité première d'un bon empoisonneur. Après 2 semaines de collaboration harmonieuse, Sarata offrit à Khadija un cadeau d'amitié, un joli flacon de parfum artisanal. « C'est ma grand-mère qui le fabriquait », expliqua-t-elle avec nostalgie. « Un mélange d'essence rare qui rend les femmes irrésistibles. Je veux que tu l'aies. » Khadija était touchée. Le parfum sentait effectivement divinement bon, un mélange floral subtil et envoûtant. « Je le porterai demain pour la cérémonie de fin d'année », promit-elle. Elle ne savait pas qu'elle venait d'accepter sa propre condamnation à mort. Ce parfum contenait un poison mortel qui pénétrait par la peau. Le lendemain, Khadija s'aspergea généreusement du parfum offert. Elle était radieuse, détendue pour la première fois depuis des mois. La cérémonie de fin d'année se déroula parfaitement. Les enfants chantaient, les parents applaudissaient, l'atmosphère était joyeuse. Mais au bout d'1 heure, Khadija commença à se sentir bizarre. Des vertiges, des nausées, une sensation de brûlure dans la gorge. « Ça va aller », dit-elle à Sarata qui la regardait avec une fausse inquiétude. C'est juste la fatigue. Mais son état empirait rapidement. Ses jambes flageolaient. Sa vision se troublait. Khadija s'effondra au milieu de la cérémonie, devant tous les parents et les enfants. Ses convulsions étaient terrifiantes à voir. Du sang coulait de ses yeux et de sa bouche. « Appelez une ambulance !» cria son mari. Mais c'était trop tard. Le poison agissait trop rapidement. Dans l'affolement général, personne ne remarqua que Sarata avait discrètement quitté les lieux. Elle s'était volatilisée comme un fantôme, laissant derrière elle une 4e victime et un village plongé dans l'horreur absolue. Khadija mourut dans les bras de son mari, ses derniers mots étant « Le parfum, attention au parfum ». L'enquête sur l'identité de Sarata révéla la vérité terrifiante. C'était Aminata, déguisée. Elle avait changé d'apparence, modifié sa voix, créé de faux papiers d'identité. Pendant 2 semaines, elle avait travaillé côte à côte avec sa victime, planifiant méthodiquement son assassinat. « Elle est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le pensait », admit le commissaire Traoré, dépassé par les événements. Ce n'est pas une simple vengeresse. C'est une psychopathe calculatrice qui maîtrise l'art du déguisement. La panique dans le village atteignit des niveaux inédits. Si elle pouvait se faire passer pour n'importe qui, comment l'identifier? La paranoïa s'empara du village. Chaque nouvelle tête était suspecte, chaque geste amical analysé avec méfiance. Les femmes mariées ne sortaient plus de chez elles, même en plein jour. Les maris montaient la garde armée. Les commerçants refusaient de servir les inconnus. Même les femmes du village se regardaient avec suspicion, se demandant si l'une d'entre elles n'était pas Aminata, déguisée. La vie sociale s'effondrait complètement. L'école ferma, le marché se vida, les célébrations furent annulées. Le village mourait de peur. 3 semaines passèrent sans nouveau meurtre. Certains commencèrent à croire qu'Aminata était partie, qu'elle avait peut-être trouvé d'autres villages à terroriser. Les patrouilles se relâchèrent légèrement.
Quelques femmes osèrent en sortir en groupe pour les courses essentielles. Peut-être qu'elle a fini, murmurait-elle avec espoir. Peut-être qu'elle s'est lassée. Mais les anciens du village secouèrent la tête avec gravité. Le mal ne se lasse jamais, prévenait le doyen. Il attend juste le bon moment pour frapper plus fort. Ils avaient raison. Aminata préparait son coup le plus spectaculaire. Cachée dans les grottes des collines environnantes, Aminata perfectionnait son plan final. Elle avait étudié les habitudes du village, identifié ses failles. Dans une semaine, c'était la fête des récoltes. Malgré la peur, les habitants maintiendraient cette tradition ancestrale. Toutes les femmes mariées seraient présentes pour préparer le grand festin communautaire. Ce serait l'occasion parfaite pour éliminer plusieurs cibles d'un coup. Elle sourit en mélangeant ses poudres mortelles. Bientôt, le village entier paierait pour le bonheur qu'on lui avait volé. La veille de la fête, un message fut trouvé cloué sur la porte de la mosquée. Écrit avec du sang séché, il disait « Demain, les épouses heureuses découvriront ce que signifie vraiment la souffrance. Vous m'avez pris mon bonheur, je prendrai le vôtre. 10 d'entre vous mourront avant le coucher du soleil. Aminata. » La terreur était à son comble. Annuler la fête, mais c'était exactement ce qu'elle voulait. Détruire leurs traditions, leurs liens sociaux, leur espoir. Le chef du village prit une décision courageuse. Nous ferons la fête, mais avec toutes les précautions possibles. Nous ne laisserons pas cette folle nous voler notre âme. L'heure du carnage approche. Si tu sens ton cœur battre plus fort, c'est normal. Mais ceux qui veulent connaître la fin de ce cauchemar restent jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant, car ce qui suit marquera tes nuits. Le jour de la fête des récoltes, le village ressemblait à un camp retranché. Des hommes armés surveillaient chaque entrée, chaque sortie. Les femmes cuisinaient par groupe, se surveillant mutuellement. Personne ne mangeait rien qui n'avait pas été préparé sous surveillance stricte. L'atmosphère était tendue, électrique. Chaque bruit suspect faisait sursauter. Chaque ombre suspecte déclenchait l'alerte. Mais la fête devait continuer. C'était une question de survie psychologique. Se cacher, c'était laisser Aminata gagner définitivement. À midi pile, une silhouette voilée apparut au centre de la place. Aminata s'était montrée en plein jour, défiant ouvertement toute la sécurité mise en place. « Mes sœurs !» cria-t-elle d'une voix qui portait dans tout le village. « Regardez-moi bien, je suis ce que vous deviendrez toutes, une femme brisée par la trahison. » Elle leva les bras, et tous purent voir qu'elle tenait des fioles remplies de liquide coloré. « J'ai empoisonné votre eau, votre nourriture, votre air. Dans 1 heure, vous serez toutes mortes. » Un silence de mort s'abattit sur la foule. L'affolement fut immédiat et total. Les femmes hurlaient, les hommes couraient dans tous les sens, les enfants pleuraient. Certains se jetaient sur Aminata pour l'attraper, mais elle disparut dans la mêlée comme un fantôme. « Elle ment !» cria le commissaire Traoré. « C'est impossible d'empoisonner tout le village. » Mais le doute s'était installé. Et si elle avait vraiment trouvé un moyen? Les familles commencèrent à fuir, abandonnant la fête, abandonnant le village. En quelques minutes, la place se vida. Aminata avait réussi à semer la terreur absolue sans même tuer personne. Mais Aminata n'avait pas menti par sadisme. Elle avait un plan précis. En créant la panique, elle avait forcé les familles à se disperser, à se séparer. Les femmes mariées, isolées de leurs protecteurs, devenaient des proies faciles. Dans la confusion générale, elle pouvait frapper ses cibles une par une sans être repérée. C'était le chaos qu'elle avait voulu créer. Et au cœur de ce chaos, elle allait pouvoir assouvir sa soif de vengeance sans obstacle. Les événements qui suivirent furent d'une horreur indescriptible. Profitant de l'affolement, Aminata traqua méthodiquement les femmes isolées. Djenaba, cachée dans les champs de mil, fut retrouvée morte 2 heures plus tard, empoisonnée par des épines enduites de venin. Fatoumata, réfugiée chez sa sœur, succomba après avoir respiré des vapeurs toxiques glissées sous sa porte. Oumou mourut en buvant de l'eau d'un puits qu'Aminata avait contaminé. En l'espace de 3 heures, 5 femmes périrent dans d'atroces souffrances. Le village sombrait dans un cauchemar éveillé dont personne ne parvenait à sortir. Mais dans sa folie meurtrière, Aminata commit une erreur. En tuant la petite Djenaba, elle réveilla une colère encore plus profonde que sa propre rage. Djenaba n'était mariée que depuis 3 mois, elle n'avait que 18 ans.
Sa mort révolta même ceux qui commençaient à comprendre la douleur d'Aminata. Son jeune mari, Bakari, perdait la raison de douleur. « Elle a tué un innocent !» hurla-t-il. « Ma femme n'avait jamais fait de mal à personne. » Cette fois, ce n'était plus de la peur qui animait les villageois, mais une colère froide et déterminée. Une battue générale fut organisée. Hommes, femmes, anciens, tous participèrent à la chasse. Ils fouillèrent chaque buisson, chaque grotte, chaque recoin des collines. Les chiens de chasse furent lâchés sur les traces d'Aminata. Cette fois, elle ne pourrait pas s'échapper. Elle avait poussé le village trop loin. Sa soif de vengeance l'avait aveuglée. Elle avait perdu sa prudence habituelle. Au coucher du soleil, les aboiements des chiens signalèrent qu'ils avaient retrouvé sa cachette. Dans une grotte isolée, entourée de ses fioles et de ses poisons, Aminata attendait, le regard fou. « Pourquoi ?» demanda Bakari, le visage déformé par la douleur. « Pourquoi ma femme? Elle ne t'avait rien fait. » Aminata éclata d'un rire hystérique. « Rien fait? Elle était heureuse. Elle avait tout ce qu'on m'a volé. L'amour, l'espoir, l'avenir. Vous croyez que je vais vous laisser être heureux quand mon bonheur est mort avec Ibrahim ?» Ses yeux brillaient d'une folie pure. « Je continuerai jusqu'à ce que toutes les femmes mariées de ce pays connaissent ma souffrance, jusqu'à ce que le bonheur conjugal soit éradiqué de cette terre. » Dans un geste désespéré, Aminata porta à ses lèvres une fiole de poison pur. « Vous ne m'aurez pas vivante, » cracha-t-elle. « Et même morte, ma malédiction continuera à vous hanter. » Elle but le poison d'un trait. Les convulsions furent terribles à voir. Son corps se tordait dans d'atroces souffrances, exactement comme celles qu'elle avait infligées à ses victimes. Du sang noir coulait de sa bouche. En quelques minutes, ce fut fini. Aminata était morte, emportant ses secrets et sa haine dans la tombe. Mais son regard, même mort, gardait cette expression de haine pure qui hanterait les villageois pour toujours. Le village ne se remit jamais complètement. 9 femmes étaient mortes, 9 familles détruites par la folie vengeresse d'une seule femme. Les survivantes quittèrent le village, incapables de supporter les souvenirs. L'école ferma définitivement. Le marché périclita. En l'espace de quelques mois, un village prospère était devenu un village fantôme. On dit que parfois, la nuit, on peut encore sentir l'odeur du fufu empoisonné près du baobab sacré, et que les femmes mariées qui passent par là ressentent une présence malveillante, comme si la haine d'Aminata continuait à rôder dans l'air, éternellement affamée de vengeance. Cette histoire vraie nous montre jusqu'où peut mener la soif de vengeance quand elle consume une âme brisée. Aminata avait perdu son mari, mais en voulant faire payer toutes les femmes heureuses, elle a détruit bien plus que sa propre vie. Elle a anéanti un village entier, brisé des dizaines de familles innocentes. La haine est un poison qui tue d'abord celui qui la porte, mais parfois, ce poison se répand et contamine tout autour de lui, créant des tragédies qui marquent les mémoires pour l'éternité. Si cette histoire t'a bouleversé, si elle t'a fait réfléchir sur la nature humaine et ses abîmes, alors partage-la. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies qui révèlent les faces cachées de l'humanité. Et active la cloche, car les prochains récits exploreront des territoires encore plus sombres de l'âme humaine. La vérité fait souvent plus peur que la fiction. Es-tu prêt à l'affronter ?